Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de traitements, de pathologies ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc ce matin, nous allons parler de la charge mentale chez la femme. Donc la charge mentale vient de plusieurs facteurs comme la gestion de la vie familiale, l'éducation, la vie sociétale dans laquelle certaines ont grandi, où c'est la femme qui a le plus grand rôle à jouer. Donc doit-on considérer la charge mentale comme une double peine? Nous allons en parler ce matin avec Madame Tapé, Diane Christelle, qui est coach familial, qui est avec nous pour nous détailler tout ça, pour nous expliquer le pourquoi. Il ne faut pas cumuler plusieurs choses à la fois, il faut aussi prendre soin de soi. Bonjour Madame, comment allez-vous? Je vais très bien ici. Et toi, Très comment très ça va? bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Merci, moi également, je suis contente de te revoir. Merci. Écoutez, vous êtes coach familial. En quoi consiste votre métier réellement? Parce que vous faites Wow. plusieurs choses aussi à Oui. faire ça. En fait, le coaching, merci de me poser cette question. Et c'est un plaisir pour moi pour éclairer beaucoup de personnes. Le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est pas donner des conseils. Le coaching, c'est pas du mentorat. Le coaching, c'est pas une formation. C'est le fait d'accompagner. Et donc, mon métier, c'est d'accompagner les gens. Je suis coach familial. J'accompagne des familles, j'accompagne des femmes, j'accompagne des couples pour leur permettre de mettre en avant ou d'utiliser les ressources qu'ils ont en eux. Parce que tout le monde a du potentiel, tout le monde peut faire beaucoup de choses, mais des fois, ils ne savent pas, on ne sait pas comment les utiliser, comment les mettre en pratique. On n'a pas de clé, on n'a pas d'éléments déclencheurs. Et le coach, il est là pour créer ces éléments déclencheurs et accompagner la personne dans la réalisation de ses projets, dans l'épanouissement de sa vie et dans le fait de mieux se connaître. C'est ça mon métier. C'est ça, mieux se connaître, parce que c'est vrai que il y a de nombreuses personnes qui ont envie d'affranchir, de sauter le pas, de faire des choses. Mais il y a toujours un petit blocage. Parce que c'est aussi, il y a le regard des gens, il y a aussi l'entourage qui décourage énormément. Mais la confiance en soi doit être là pour pouvoir aussi y aller. Mais comment vous arrivez à déclencher ça chez certaines personnes? Ouais, c'est trop. Au fait, j'adore le coaching parce que c'est magnifique. C'est pas planifié parce que on rencontre différents individus, on rencontre différentes personnes. Du coup, quand tu as la posture de coach, on a des pratiques. Ça se fait avec du questionnement. Un coach, il ne vient pas, il prend ce que le coaché lui donne et avec ce que le coaché lui donne, il sait là où appuyer, quoi dire pour que la personne ait ce qu'on appelle, je cherche le mot, une prise de conscience. Quand il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que toi, le coach, tu fais bien ton travail. Et c'est toujours les prises de conscience qui sont les éléments déclencheurs. Donc, c'est un peu comme ça. C'est juste avec le questionnement, des astuces. Nous avons beaucoup d'outils. Donc, selon ton coaché, on a différents types de coachés. Selon ton coaché, tu sais quoi mettre en pratique, tu sais quel outil sortir. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu le rôle de psychologue, non? Les psychologues ne nous aiment pas du tout parce qu'on vole beaucoup. Bon, excusez-moi, on ne vole pas, on ne vole pas. Mais on utilise beaucoup d'outils de psychologues. Par exemple, moi, dans ma formation, j'ai eu des psychologues comme profs, en fait. Oui. Oui. Donc, ils nous donnent des outils. Mais en Europe, le métier de coach est bien reconnu, très cadré. On a une institution qui s'appelle ICF. Par exemple, moi, je suis coach ICF. Et après, c'est différents grades. Ça veut dire quoi, ICF, c'est l'outil international qui reconnaît les coachs. Et il y en a aux États-Unis, au Canada, mais l'ICF, c'est uniquement pour l'Europe, mais qui est reconnu aussi au Canada. Donc, quand tu es coach ICF, ensuite, tu as différents paliers.
selon les heures de coach, selon ton expérience et selon les différents outils selon les différentes formations que tu fais en addition. Donc après, on a coach ICF, MCC, PCC, ainsi de suite. C'est vrai que là, le métier de coaching, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, hein, que ce soit développement personnel, que ce soit pour tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça. C'est bien aussi d'apporter d'apporter aussi vos expériences, hein, pour ces gens-là, au fait. Oui. C'est très bien. Merci. Donc aujourd'hui, on va parler justement de la charge mentale chez la femme. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, la charge mentale même? Ah, j'aime trop ça. La charge mentale, quand on parle de mental, c'est quelque chose qui est intangible. C'est-à-dire, tout se passe dans la tête. La charge mentale, c'est le fait de vouloir tout organiser, tout préparer, tout gérer, et tout cela se passe dans la tête. C'est pas visible, c'est cette planification-là, intangible et incontournable. Parce que qu'on le veuille ou pas, en fait, la charge mentale, elle n'est pas mauvaise en elle-même parce que c'est incontournable. Avant de faire quelque chose, il faut voir ça dans ta tête, il faut schématiser, il faut planifier. Donc c'est un peu ça la charge mentale, le fait de pouvoir tout planifier, tout organiser de manière intangible, incontournable, je dirais, et constant. Constant aussi, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins du ménage, de la famille et tout ça. Mais c'est pas trop. C'est là où il y a problème. C'est pas trop, parce que vouloir tout faire en même temps, mais c'est beaucoup. Parce que parfois, là, ça nous dépasse même. Oui. Et quand ça nous dépasse, ça crée des burn-out, ça crée beaucoup de problèmes. C'est trop, oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société moderne. Autrefois, parce que c'est un thème qui est sorti, je crois, dans les années, je dirais les années 80, je ne veux pas raconter n'importe quoi, mais c'est entre les années 70 et les années 80, c'était une mouvance et tout de femmes, et c'est comme ça que le thème charge mentale a été inventé ou créé. Avant ces années-là, bon, je n'étais pas... Bon, moi, je suis jeune aussi, hein, c'est vrai. Je n'étais pas née. Très, très jeune. Oui. Non, mais quand même, dans les années 80, j'existais déjà. Mais les années avant, donc je ne saurais pas me prononcer. Mais ce que j'imagine, avant, les femmes, elles étaient à la maison, elles étaient là pour les enfants, pour la famille. Mais quand il y a eu cette révolution-là de travailler, le working mama et tout, du coup, c'est comme ça qu'elles ont créé ce thème charge mentale et c'est devenu beaucoup. Parce que il y a le travail séculier et ensuite, quand on rentre à la maison, on a une autre vie. Des fois, même, on combine les deux. Donc, je pourrais te dire que c'est trop tout ça. Et beaucoup plus encore là, on dit dans les zones reculées, elles ont beaucoup à faire. Aller au champ le matin. Oui. Déjà, au réveil, il faut s'occuper des enfants, s'occuper du mari, aller au champ, revenir, refaire encore la même chose. Elles dorment très tard, le matin, rebelote. Mais l'homme, il fait quoi? L'homme, il est là, il a son rôle et moi je trouve que les hommes, ils ont leur rôle et c'est selon la capacité de chaque femme parce que on a tendance à croire que même dans les zones reculées, les femmes, elles n'avaient rien à dire, c'est ce qu'elles font. Non. Moi, je peux parler de mon grand-père, par exemple, qui avait plusieurs femmes à l'époque, mais parmi ces femmes, il y a une qu'on appelait la princesse. Parce que elle s'appelait Maman Marie, elle était la plus belle, elle faisait rien. Pourtant, c'est une femme de l'époque aussi. Et on avait, moi, ma grand-mère directe, elle était commerçante, travailleuse. Il y avait une qui, par exemple, allait au champ. Donc, il y avait des femmes, mais selon leur caractère, selon leur capacité. Donc, ce n'était pas forcément systématique. Donc, tu avais des hommes qui épousaient des femmes de leur choix et tout le monde a sa place, tout le monde a sa place parce que même quand on dit que l'homme il ne fait rien, mais il est là et il apporte ce réconfort-là à la femme qui est partie au champ, à la femme qui a fait ci, qui a fait ça, il a son rôle, il est là. Parce que imaginez... Oh, il y a une différence quand même entre l'Europe et l'Afrique, en sachant qu'en Europe, quand tout est partagé. Tout est partagé. Il y a, quand tu vas travailler le matin, il y a les enfants. Oui. Celui qui rentre avant gère les enfants en attendant que la femme rentre.
ou vice-versa. Mais ici, c'est plus compliqué. Enfin, en Afrique, c'est plus compliqué. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi cette facilité d'avoir des tatas qui aident aussi à la maison, qui s'occupent des enfants, tout ça, mais il y a une grosse différence quand même. Oui, en Europe, moi je dirais que c'est mieux compris, c'est plus accepté. Et peut-être parce que moi je vis dans une petite ville où il y a encore beaucoup de valeurs, c'est un peu des conservateurs. Donc en Europe en général, c'est démocratisé. C'est démocratisé, Oui. mais la femme, qu'on le veuille ou pas, son rôle est quand même biaisé. C'est-à-dire qu'il y a un canevas qui a été créé. On sait que la femme, c'est elle qui gère les enfants. L'Europe fait beaucoup d'efforts. Par exemple, on a les congés paternels aussi qui sont de 6 mois et tout ça, tout ça. Mais dans la pratique ici, si tu prends le temps de bien observer, elles se plaignent quand même. Parce que moi, j'ai suivi beaucoup de mouvements encore Oui. sur la charge mentale, même en Europe. Des femmes qui ont écrit des livres, qui essaient de se révolter. Mais en Europe, on n'en parle plus, c'est pas tabou. Il y a des pères qui sont conscients, des époux qui mettent la main à la pâte. Mais ça vient aussi chez nous. Ça vient aussi. Oui. Non, mais il faut vraiment que ce soit un partage, hein. Surtout, j'imagine, après l'accouchement aussi, c'est s'occuper de l'enfant, tu dors pas la nuit, mais tu dois aller aussi aller au travail le matin. C'est vrai que ça fait beaucoup. Il y en a certaines qui explosent à un moment donné. C'est clair, c'est clair. Mais C'est comment clair. s'organiser pour pouvoir mieux gérer? Très bien, ça c'est une très bonne question. Déjà, il faut déléguer. Là où tu parles du conjoint et tout ça, il faut lâcher prise. Parce que nous, les femmes, on a tendance, qu'on le veuille ou pas, à vouloir tout contrôler. Je dirais, en quelque sorte, c'est inné chez nous. On a tendance à vouloir tout contrôler et des fois même à infantiliser nos hommes. On est là, on se plaint et tout. Moi, j'entends beaucoup ça chez des copines, hein. Quand, par exemple, là, moi, je suis à Lomé présentement, mon mari, il n'est pas là. C'est lui qui gère les enfants. Il y a vraiment pas de souci, mais c'est parce que je sais lui faire confiance. Mais je constate que toutes mes amies me demandent, mais comment tu fais? Tu n'as pas peur? En tout cas, est-ce qu'il peut y arriver? Et les femmes, elles font pas confiance à leurs hommes, aux hommes qui sont auprès d'elles. Donc il y a déjà ça. Apprendre à lui faire confiance. Quand je dis déléguer, même auprès des enfants, mettre les enfants aussi dans le système, leur donner des tâches selon leur âge Oui. aussi. Et quand c'est comme ça, il y a un peu de lâcher prise. Et puis déjà pouvoir lâcher prise, mieux s'organiser, écrire, écrire. Pourquoi, moi j'ai l'impression, je me dis, pourquoi même on parle de charge mentale? C'est pourquoi? C'est parce que quand on pense, on prend des décisions, on s'organise, des fois ça ne sort pas sur le papier, c'est dans la tête. Donc quand tu fais le plan, beaucoup de femmes sont comme ça. Elle sait qu'elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et du coup, ça s'accumule, ça s'accumule. Même quand elle a fini de faire, je me dis que le cerveau ne release pas l'information, c'est dedans et ça s'accumule. Donc déjà, la première étape, écrire, planifier de manière écrite, sortir tout de sa tête, déléguer, lâcher prise et trouver le temps pour soi. Le temps pour soi de nos jours. Le temps pour soi, ça, il y en a qui cherchent beaucoup le temps pour soi, hein, surtout si... puis ça dépend aussi le nombre d'enfants qu'on a, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est ce qu'on Ça croit dépend, ici. ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses Ça, et c'est vrai que c'est pas évident. c'est pas évident, mais il faut déjà penser à le faire. Il faut déjà commencer. Le temps pour soi, des fois, on croit que c'est impossible, mais on peut s'éduquer. On peut s'éduquer. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté un peu ton histoire quand tu m'as dit, tu as pris une décision, tu vois. Tu as pris la décision d'être là. C'est comme ça, on prend la décision de trouver le temps pour soi. Donc, même si c'est 30 minutes par jour, où tu es au calme, où tu fais passer le message à tout le monde. Au début, on peut ne pas te comprendre, hein. Quand tu prends une décision, tu dis aux enfants, au mari, à tout le monde, là c'est mon temps, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, ou peut-être un jour par semaine. Ça dépend de tes activités, de ton environnement et tout ça. C'est très important, hein, c'est Oui. très, très important. C'est vrai que à force de cumuler, 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 mais à un moment donné, ouais, Ah oui. elle craque. Ah oui. Ah oui, et tu dois le savoir.
En Europe, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de dépression, beaucoup. Surtout au niveau des femmes et dans le milieu professionnel. Maintenant, chez les hommes aussi, même plus chez les femmes. Il y a beaucoup de burn-out. Et en Afrique, beaucoup de femmes aussi font des burn-out, hein, mais sans savoir que c'est des burn-out. Beaucoup. Oui, mais comment faire dans ces cas-là? Déjà, il faut pouvoir identifier. Tellement c'est quelque chose qui est systématique et qui se passe, on ne fait même pas attention qu'on est en train de faire un burn-out. Déjà, il y a la fatigue, la grande fatigue, le manque de sommeil. Et je discutais avec un ami médecin et même j'ai fait des recherches. Le mal de dos, c'est des signes de burn-out. Il y a aussi les femmes, tu trouves tout le temps des femmes nerveuses. Tu sais pas la dame. Et en Afrique, on rencontre beaucoup de gens comme ça. Tu arrives dans un bureau, tu dis bonjour, elle est déjà tendue, comme si elle te connaissait avant, comme si, on dit en Côte d'Ivoire, il y avait un petit béret en vous, alors que vous la connaissez de nulle part. Tout ça, ce sont des signes de burn-out. Fatigue émotionnelle, fatigue même physique, fatigue mentale, mauvaise humeur, mal de dos, manque de sommeil. Tout ça, ce sont des signes. Mais quand vous rencontrez toi-même, et si tu vas voir avec des copines, elle va te dire, ah, ces derniers temps, j'arrive pas à dormir, oh, je dors pas la nuit. Tout ça, ce sont des signes de burn-out. Ou une dame bien mince, bien belle, ah, j'ai un mal de dos, je comprends pas, depuis j'ai mal au dos. Tout ça, ce sont des signes. Elle se réveille de mauvaise humeur, elle rentre à la maison de mauvaise humeur. Elle n'a pas de raison d'être de mauvaise humeur parce qu'elle a ses enfants, son mari qui l'attend, la bonne a fait la nourriture, mais elle est fâchée. On ne sait pas pourquoi. Donc tout ça, ce sont des signes. Il faut savoir écouter son corps, surtout. Oui, savoir écouter son corps. Et des fois, le corps, il nous parlait. Moi, beaucoup. ça m'arrive. Ou toi-même, tu as décidé de travailler, tout ça. Mais quand tu t'assois, tes yeux même se ferment. C'est ça. C'est ça, il faut savoir écouter son corps. Écoutez, on va marquer juste un petit temps de pause. On revient juste après les informations. D'accord. Restez avec nous. Merci.